moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. La chronique politique de ce grand journal à suivre sur notre page Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci d'être avec nous comme tous les lundis dans le grand journal. Avec Alexis, plaisir. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Semaine décisive Alexis pour le projet gouvernemental de réforme des retraites. C'est demain qu'Elisabeth Borne annoncera le contenu de ce texte. Un gouvernement qui devrait finalement pouvoir s'appuyer sur le soutien de la droite LR en échange de quelques aménagements. Oui, il faut dire que ces derniers jours, aux grandes dames d'ailleurs de certains jusqu'au boutiste de la réforme, Emmanuel Macron a semblé, par la voix d'un certain nombre de personnes dans son entourage, lâcher du lest. C'est-à-dire qu'on est passé de 65 ans pour l'âge du départ officiel à la retraite. Au lieu de 62 actuellement. Au lieu de 62 actuellement, à un âge qui sera vraisemblablement, enfin selon toute vraisemblance, 64 ans. Mais, vous voyez, je me souviens de David Revaud-Dallon, l'excellent David Revaud-Dallon, en milieu de semaine dernière, faisait une analyse... Qui est avec nous le mercredi dans le grand journal. Voilà, absolument. Faisait donc à ma place, là, une analyse réaliste, mais angoissé quelque part sur la situation du président de la République à imposer cette réforme avec le tir de barrage prévu par lui d'ailleurs. Il savait très bien que de tous côtés, des partenaires sociaux, les partis... Aussi bien à la rue que dans les chambres parlementaires. Alors voilà, et c'est là qu'il y a un petit coup de théâtre. Ne l'exagérons pas, mais c'est un petit coup de théâtre. On avait pu penser au moment de son élection que Éric Ciotti, le nouveau patron des Républicains, serait dans une opposition systématique, droit dans ses bottes, comme disait l'un de ses prédécesseurs, Alain Juppé. C'était peut-être mal connaître le logiciel de LR, qui sur les questions sociales et économiques se rapproche au fond en grande partie des orientations globales de la Macronie. Je vous ai dit, donc je ne me déjuge pas, je vous ai dit récemment, on assiste quand même à un glissement progressif vers une forme de ligne néo-sarkozyste de la Macronie. Celle-ci ne peut pas rencontrer, sur ce plan-là, je veux dire, une opposition systématique de la part de LR. Il y aurait là quelque chose d'illogique et d'incompréhensible. Et donc, effectivement, l'entretien du JDD hier est probablement... C'est le petit coup de théâtre du week-end. Bon, et sans doute ressenti d'ailleurs par la Macronie, j'imagine. Tous les gens autour d'Emmanuel Macron le ressentent comme une sorte de soulagement, voire, pour employer une expression connotée historiquement, de divine surprise. Soulagement d'ailleurs exprimé par Gabriel Attal, hier et ce matin. Voilà, absolument. Gabriel Attal avait lu vraisemblablement le JDD et évidemment il a exprimé... Et il accorde d'ailleurs une interview dans le JDD. Voilà, et il a exprimé le sentiment du président de la République, il ne faut pas se leurrer, de la première ministre. Certes, Éric Ciotti prend 1000 précautions oratoires, mais c'est normal, il est dans son rôle politique, il représente un des partis de l'opposition, une opposition moins systématique que le RN, par exemple, ou que la NUPES. Comme beaucoup, j'ai trouvé cette réforme, ce projet de réforme, trop sévère dans sa première mouture, qui ne sera donc pas celle présentée... Trop brutale. Trop brutal, oui, trop sévère, il dit comme beaucoup trop sévère. J'ai donc demandé à la Première ministre Elisabeth Borne, a-t-il rajouté, que j'ai vu avant Noël, etc., d'atténuer la brutalité de cette réforme. Donc là, il se met, j'allais dire, en cohérence avec une partie de l'opposition de droite qui, effectivement, considère qu'il y a, paradoxalement, un néolibéralisme beaucoup plus dur, beaucoup plus radical derrière l'exhortation à la réforme du côté du macronisme que dans la droite classique. Donc Est-ce qu'on peut dire qu'il est également sur la même ligne qu'Elisabeth Borne qui poussait justement pour certains aménagements par rapport à la première ligne? Le paradoxe, c'est qu'effectivement, ils se rejoignent. Néanmoins, il admet aussi, et donc là, il y a une sorte de, j'allais dire, d'honnêteté quelque part, que, je le cite, parce qu'il faut le citer tout simplement, nous ne pouvons trahir le contrat social passé avec ceux qui ont travaillé hier. Et il ajoute, en vraie cohérence gaulliste, d'ailleurs il se réfère à l'esprit du Conseil national de la résistance et du général de Gaulle, il n'y a qu'une alternative crédible et raisonnable, demander aux actifs actuels et futurs de travailler un peu plus, et donc de cotiser sur la durée, un peu plus, sur la durée de leur vie de travail. Seul moyen, selon lui, ajoute-t-il, de sauver la fameuse retraite par répartition. Donc on se dit, dans ce contexte, je n'ai pas l'expertise, j'allais dire, d'insider de la Macronie comme journaliste d'un David. Mais en revanche, je sais que le ciel s'éclaircit quand même pour eux, c'est très clair. C'est-à-dire que le sentiment qu'ils pouvaient avoir d'aller au suicide, d'aller à la boucherie, d'aller au casse-pipe électoral,
Et d'aller au 49.3, autrement dit. C'est-à-dire l'obligation d'un nouveau 49.3, dont on connaît par ailleurs l'impopularité, c'est-à-dire avec le sentiment qui a coûté très cher à d'anciens premiers ministres de vouloir passer en force, eh bien peut-être est-il en train de s'éloigner. Voilà. Alors, peut-être ce spectre-là est-il en train de s'éloigner. Pour être le plus clair possible pour nos auditeurs, on va expliquer que ce projet devrait finalement s'articuler, a priori, on le saura demain définitivement, autour du report du départ à la retraite de 62 à 64 ans au lieu des 65 progressif ans. Et échelonné. Voilà. Et dans le même temps, accélération de l'application de la réforme de Marisol Touraine sur l'allongement de la durée de la cotisation, des cotisations qui passeraient à 43 ans plutôt que prévu. Oui, absolument. Vous résumez très très bien tous les aspects techniques de cette réforme qui est proposée. C'est le deal, hein. Je ne sais pas si elle sera votée. Entre nous, j'en sais rien. Je ne connais pas suffisamment les équilibres internes à l'hémicycle. Mais enfin, la prise de position de la droite signifie qu'il y a une volonté, au coup par coup, j'allais dire dossier par dossier, d'accompagner le cas échéant la majorité présidentielle lorsque ces propositions politiques, et là en l'occurrence économico-politiques, rejoignent au fond les convictions essentielles de LR. Donc ça présage d'autres convergences entre LR et les macronistes ? Alors là, vous allez peut-être plus vite que la musique, en tout cas que la musique du grand chef de la droite dans les Alpes-Maritimes. Car il répond au Steve Nadjar par avance. Le JDD lui dit, c'est Revaud-Dallon qui lui dit, cela présage-t-il d'autres rapprochements avec la Macronie ? Alors là, il répond, il est prudent. En aucune façon, monsieur Revaud-Dallon. Si demain nous votons la réforme, nous le ferons dans un esprit de responsabilité pour l'intérêt du pays. Mais l'intérêt du pays, c'est aussi qu'il y ait le plus vite possible une vraie alternance à ce pouvoir qui a abîmé la France. Autrement dit, sur ce plan-là, Éric Ciotti maintient le diagnostic sévère, voire ultra sévère, qu'il a dressé depuis notamment l'année dernière, mais même avant, comme Éric Zemmour, dont il est proche, sur ce plan-là, du délabrement de la France auquel, selon lui, a contribué la présidence macronienne depuis 2017. L'accélération du délabrement. Alexis, je voudrais qu'on parle dans les 2 dernières minutes qui nous restent de ce qui se passe, de ce qui s'est passé ces dernières heures au Brésil, avec l'envahissement hier à Brasilia du Parlement et d'autres bâtiments du pouvoir par des militants pro-Bolsonaro, l'ancien chef d'État d'extrême droite. La ressemblance avec les scènes d'assaut contre le Capitole aux États-Unis sont évidemment frappantes et édifiantes il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous avez perçu en regardant ces images assez terrifiantes, Alexis ? Alors, je n'ai pas tremblé comme j'aurais tremblé lors d'assauts, dont je n'ai pas été témoin par définition, mais que l'histoire m'a permis de reconstituer, donnés par les nazis, par exemple, contre le pouvoir démocratique de ce qu'on appelait à l'époque la République de Weimar. Comparaison n'est pas raison. Période sur laquelle vous avez travaillé dans le cadre d'un livre. Voilà, et le livre d'ailleurs m'a permis d'essayer de réfléchir à l'actualité du phénomène illibéral, puisque Bolsonaro est une vraie et bonne émanation de cet illibéralisme contemporain, qui est représenté d'ailleurs dans beaucoup de pays, dont aujourd'hui en Europe, Viktor Orban est probablement le chef de file, et dont il est, lui, sur le continent américain, l'un des chefs de file avec Trump. Alors pour autant, vous voyez, soyons précis dans l'analyse. Évidemment, on va dire c'est un mauvais perdant, etc. Tout ça est vrai. C'est un ersatz de coup d'État. C'est une sorte de mise en scène, de théâtralisation, de simili pronunciamento. Ça n'est pas un coup d'État stricto sensu. C'est une sorte de coup de semonce adressé par avance au nouveau président Lula, dont on sait par ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, je crois aussi, qu'il est un protégé des États-Unis. Lula, c'est pas contre les États-Unis, c'est avec. Et donc là, vous voyez se dessiner, effectivement, au travers du phénomène Bolsonaro, de ce qu'il en reste au fond, vous voyez se dessiner une sorte d'idéologie anti-système dirigée contre les États-Unis. Bolsonaro qui se trouve actuellement aux États-Unis. Voilà, alors je ne dis pas que c'est lui qui a tout commandité de A jusqu'à Z. Il a d'ailleurs dénoncé. Évidemment, mais il ne faut pas être complotiste, c'est pas lui, ce sont ses partisans. Parfois on peut être dépassé par ses partisans en politique, c'est classique. Néanmoins, il y a quand même des cohérences idéologiques, et on va terminer là-dessus. Au moment où la première vague de coronavirus a frappé le monde avec les dangers qui lui étaient inhérents, surtout à un moment où il n'existait pas de thérapie ni de vaccin. Qu'a-t-il dit Bolsonaro à son peuple ? Irresponsabilité totale. En gros, c'était des bobards des Occidentaux qui en faisaient trop, etc. Donc l'anti-américanisme l'a conduit à un premier aveuglement absolument évident. On ne peut être anticonformiste, mais on ne peut pas être anticonformiste au prix de l'irresponsabilité. Merci. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, il montre qu'il est définitivement du côté
du versant le plus irresponsable des illibéraux. Tous les illibéraux ne sont pas forcément irresponsables, mais lui l'est particulièrement en laissant des gens foutre le souk dans son pays parce qu'il a perdu les élections. C'est là, je crois, une des expressions suprêmes de l'irresponsabilité de certains illibéraux. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de Laetitia Krupa. Bonne semaine à vous, Alexis. Merci beaucoup, Steve.